Nettoie-moi ça, et plus vite. La voix de Chloé Dubois, tranchante comme du verre brisé, résonna dans le grand salon de l'hôtel de Paris. Devant des centaines d'invités, vêtus de leurs plus beaux habits, elle venait de renverser délibérément sa coupe de champagne sur le sol en marbre, un sourire cruel aux lèvres, en regardant la jeune femme de ménage qui se tenait devant elle, un seau à la main. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous permet de continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous touche et vous inspire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent et connecter avec vous, où que vous soyez dans le monde. Dans le scintillement des lustres en cristal, Léa sentit le rouge lui monter aux joues. Chaque regard posé sur elle était comme une aiguille. Elle n'était qu'une ombre dans ce monde de luxe, une agente d'entretien travaillant sans relâche pour une cause bien plus grande que ce gala extravagant. Chaque euro qu'elle gagnait était une goutte d'eau dans l'océan des frais médicaux pour son petit frère, Mathis, âgé de seulement 8 ans. Son cœur, si jeune et si fragile, avait besoin d'une opération urgente, une intervention chirurgicale qui coûtait plus de 50 000 euros, une somme qu'elle ne pourrait jamais réunir avec son modeste salaire. Ce soir-là, elle avait accepté de faire des heures supplémentaires, espérant ajouter quelques billets à ses économies, chaque centime la rapprochant un peu plus de son objectif de sauver la vie de son frère. Chloé Dubois, l'héritière de l'empire Dubois Prestige, portait une robe qui valait probablement plus que l'opération de Matisse. Elle la regardait de haut, savourant son pouvoir et l'humiliation publique qu'elle infligeait. Léa, la gorge nouée par la honte et la colère, posa son seau et commença à essuyer le liquide collant avec sa serpillière en silence. Mais Chloé n'avait pas terminé son spectacle. Faisant semblant de ne pas voir le seau, elle trébucha dessus de manière théâtrale, s'étalant de tout son long sur le sol humide. « À l'aide !» hurla-t-elle, sa voix remplie d'une fausse panique. « Cette folle m'a agressée. Elle m'a fait tomber. Sécurité. » En un instant, 2 gardes du corps robustes se précipitèrent. Les invités murmuraient, sortant leur téléphone pour filmer la scène. Pour eux, c'était un drame inattendu, un divertissement. Pour Léa, c'était la destruction de sa vie. Le directeur de l'hôtel, alerté, arriva en courant, le visage pâle. Sans même poser une question à Léa, il se tourna vers elle, les yeux pleins de fureur. « Vous êtes renvoyée ?» lança-t-il d'une voix forte pour que tout le monde entende. « Rendez votre uniforme et partez immédiatement. Ne remettez plus jamais les pieds ici. » Traînée sans ménagement vers la sortie de service, sous les regards accusateurs et les flashs des smartphones, Léa sentit les larmes brûler ses yeux. Virée, sur le champ, sans un mot d'explication, sans une chance de se défendre. Tout son monde venait de s'effondrer à cause du caprice d'une fille riche et gâtée. Personne ne prit sa défense. Personne ne sembla remarquer l'injustice flagrante qui venait de se produire. Enfin, presque personne. Dans un coin sombre du grand salon, loin de l'agitation, un homme âgé continuait de balayer le sol, comme si de rien n'était. C'était Jean, le vieux concierge. Un homme que tout le monde ignorait, aussi invisible que les grains de poussière qu'il chassait. Mais ses yeux, vifs et perçants, n'avaient rien manqué de la scène. Il avait vu le geste délibéré de Chloé, le sourire cruel, le mensonge. Il avait vu la dignité silencieuse de Léa et la panique dans son regard lorsqu'elle avait été injustement accusée. Il resta silencieux, mais une lueur étrange, un mélange de tristesse et de détermination, brillait dans son regard. Les caméras de surveillance, froides et impersonnelles, avaient tout enregistré, mais Jean, lui, avait vu bien plus que des images. Il avait vu le cœur des gens. Alors que Léa marchait dans la nuit froide, le cœur en miettes et l'esprit vide, son téléphone vibra dans la poche de son vieux manteau. Le nom de l'hôpital s'afficha sur l'écran. Une peur glaciale la saisit. Elle décrocha d'une main tremblante.
La voix de l'infirmière était douce, mais urgente. L'état de Mathis s'était brutalement aggravé. Il fallait agir vite, très vite. Léa s'effondra sur un banc, le désespoir l'envahissant complètement. Elle pensait que cette nuit marquait la fin de tout espoir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans l'ombre de ce palace, quelqu'un avait tout vu. Et cette humiliation publique, filmée et bientôt partagée sur les réseaux sociaux, n'était pas une fin, mais le commencement d'une incroyable tempête qui allait révéler des secrets bien plus grands et changer sa vie pour toujours. Le monde de Léa bascula au son de la voix de l'infirmière. Accrochée à son téléphone au milieu de la rue froide, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mathis, son petit frère, son état s'était aggravé. Sans réfléchir, elle se mit à courir, ses poumons en feu, ses larmes se mêlant à la pluie fine qui commençait à tomber sur Paris. À l'hôpital Necker, l'odeur d'antiseptique et d'angoisse la saisit à la gorge. Le médecin, un homme au visage fatigué, ne tourna pas autour du pot. Le cœur de Mathis était trop faible. Il fallait opérer dans les 48 heures, sinon il serait trop tard. 48 heures. Ce simple chiffre résonnait dans sa tête comme un compte à rebours macabre. Comment pouvait-elle trouver 50 000 € en 2 jours alors qu'elle venait de perdre son unique source de revenus? Elle passa la nuit sur une chaise inconfortable près du lit de son frère, lui tenant la main, regardant son petit torse se soulever péniblement, chaque respiration un miracle fragile. Pendant que Léa vivait les heures les plus sombres de sa vie, à quelques kilomètres de là, dans un luxueux appartement avec vue sur la tour Eiffel, Chloé Dubois célébrait sa victoire. Allongée sur un canapé en velours, elle faisait défiler les stories sur son compte Instagram. Elle avait monté la vidéo de l'incident au gala, ajoutant une musique dramatique et un texte « Quand une employée agressive s'en prend à moi, heureusement que la sécurité a fait son travail. » #Galagate, #DramaParis. La vidéo était devenue virale, les commentaires de soutien affluaient. Courage Chloé, inadmissible ce genre de comportement, bien fait pour elle. Sa mère, Madame Dubois, sirotait une coupe de champagne, un sourire satisfait aux lèvres. « Ma chérie, tu as géré ça comme une reine, dit-elle. Tu as montré qui commande. Cet hôtel nous remerciera d'avoir démasqué une employée aussi instable. » Elles riaient ensemble, leur cruauté aussi pétillante que le champagne dans leur verre, complètement indifférentes à la vie qu'elles venaient de briser. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers pour Léa. Chaque matin, elle quittait l'hôpital pour chercher du travail, n'importe quoi, un restaurant, un supermarché, une autre entreprise de nettoyage. Mais partout, c'était la même histoire. Dès qu'un recruteur voyait son nom ou reconnaissait son visage, l'expression changeait. « Ah, c'est vous, la fille de la vidéo. Désolé, le poste vient d'être pourvu. » Son visage était devenu le symbole de l'incompétence et de l'agressivité. La vidéo, partagée des milliers de fois, avait empoisonné sa réputation. Son téléphone sonna, mais ce n'était pas un appel pour un emploi. C'était une notification de sa banque. Un SMS froid et impersonnel. Solde de votre compte, 23,12 €. 23 €. C'était tout ce qui se tenait entre elle et la catastrophe totale. Le soir, elle rentrait dans son petit studio du quartier de Belleville, le ventre vide, le cœur lourd, pour s'effondrer sur son lit, épuisée par la peur et l'humiliation. Un soir, alors qu'elle pleurait en silence sur un banc public, incapable de rentrer chez elle, pour faire face au mur vide, une ombre s'approcha. C'était Jean, le vieux concierge de l'hôtel. Il portait les mêmes vêtements de travail usés, mais son regard était rempli d'une compassion qui la toucha profondément. Il ne dit rien au début, se contentant de s'asseoir à côté d'elle. Puis, il lui tendit une enveloppe en papier kraft, élimée par le temps. « Tenez, jeune fille, dit-il d'une voix douce et rauque. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » Léa voulut refuser, mais la sincérité dans ses yeux la désarma. À l'intérieur, elle trouva quelques billets de 50 € froissés, probablement toutes ses économies,
et sous les billets, il y avait autre chose, une simple carte de visite, d'un blanc immaculé. Le carton était rigide, luxueux, mais il n'y avait ni nom, ni logo, ni adresse. Juste un numéro de téléphone, gravé en fines lettres dorées. Si vous êtes vraiment désespéré, appelez ce numéro, murmura Jean avant de se lever et de disparaître dans la nuit, la laissant seule avec son argent et ce mystérieux morceau de carton. De retour dans son studio, Léa posa l'argent sur la table, le cœur partagé entre la gratitude et la confusion. Qui était cet homme ? Pourquoi un simple concierge l'aidait-il avec tant de générosité ? Et que signifiait cette carte de visite ? Par une impulsion étrange, elle ralluma son téléphone et ouvrit Instagram. Elle devait revoir cette vidéo, cette maudite vidéo qui avait détruit sa vie. Elle la regarda une fois, 2 fois, la colère montant en elle. Mais à la 3e vision, elle ralentit la lecture, la passant image par image, son attention attirée par un détail en arrière-plan qu'elle n'avait jamais remarqué. Dans le reflet d'un plateau en argent poli posé sur une table de service, on pouvait voir une partie de la scène sous un autre angle. C'était flou, déformé par la courbe du métal, mais un détail était indéniable. On y voyait une silhouette, celle d'un homme tenant un balai. C'était Jean, le concierge. Mais il ne balayait pas. Il se tenait immobile, légèrement en retrait, et dans sa main, à peine visible, mais bien réelle, il tenait son propre téléphone, discrètement pointé vers la scène, l'objectif de la caméra brillant sous la lumière des lustres. Léa sentit un frisson glacial la parcourir de la tête aux pieds. Ce vieil homme, cet homme que tout le monde ignorait, était en train de filmer toute la scène depuis le début. Il avait sa propre version des faits. Et ce qu'elle venait de découvrir sur cet écran allait absolument tout changer. Le souffle coupé, Léa fixa l'écran de son téléphone, son doigt appuyé sur le bouton pause, l'image figée sur le reflet du plateau d'argent. Jean, le concierge, avait tout filmé. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas de la curiosité. C'était un acte délibéré. Une vague d'adrénaline remplaça soudain le désespoir qui l'écrasait depuis des jours. Cet homme, ce vieil homme si discret, détenait la clé de tout. Et cette carte de visite blanche, ce numéro de téléphone doré, n'était pas un simple geste de pitié, c'était une invitation, une porte de sortie. Le délai de 48 heures pour l'opération de Matisse expirait le lendemain matin. Elle n'avait plus de temps à perdre, plus rien à perdre. Tremblante mais résolue, elle composa le numéro. Une voix calme, posée et incroyablement professionnelle répondit à la première sonnerie. « Nous vous attendions. » Léa, décontenancée, bégaya son nom. « Je sais qui vous êtes, mademoiselle Léa, » continua la voix imperturbable. « Rendez-vous demain à 10h à cette adresse. Soyez ponctuelle. » L'adresse qu'on lui communiqua était celle du cabinet d'avocats le plus prestigieux et le plus cher de Paris, Lefebvre et Associés, situé avenue Montaigne, un monde à des années-lumière de son petit studio de Belleville. C'était insensé, une blague cruelle, un piège. Mais alors qu'elle s'apprêtait à raccrocher, la voix ajouta une dernière phrase qui glaça le sang dans ses veines. « Ne vous inquiétez pas pour votre frère. L'acompte pour son opération vient d'être réglé par virement instantané. Concentrez-vous sur demain. » Une notification de l'hôpital arriva une seconde plus tard, confirmant le paiement. Léa s'assit lourdement sur son lit, le téléphone lui glissant des mains. Qui était cet homme ? Qui était Jean ? Et quel jeu se jouait réellement dans les coulisses de l'Empire Dubois Prestige ? Le lendemain matin, Léa se présenta devant l'imposant bâtiment en pierre de taille. Vêtue de ses seuls vêtements décents, elle se sentait terriblement déplacée, au milieu des costumes coûteux et des voitures de luxe. Le hall du cabinet était un temple de marbre et de bois précieux. La réceptionniste la toisa avec un mépris à peine voilé. « Nous n'avons pas de rendez-vous pour vous. » Léa, le cœur battant, sortit la carte de visite blanche. Le visage de la réceptionniste changea du tout au tout. La condescendance fit place à une nervosité palpable. « Veuillez me suivre, mademoiselle, » dit-elle d'une voix soudainement respectueuse. Elle la conduisit à travers un labyrinthe de couloirs feutrés jusqu'à une porte massive en chêne.
Elle frappa doucement, et une voix de l'intérieur répondit « Entrez ». À l'intérieur, dans un bureau immense avec une vue panoramique sur tout Paris, un homme élégant d'une 60aine d'années se leva pour l'accueillir. C'était maître Lefebvre en personne, l'un des avocats les plus redoutés de France. Il lui serra la main chaleureusement. « Mademoiselle Léa, veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup d'eau de choses à nous dire. » Il lui offrit un café, qu'elle accepta d'une main tremblante. Il lui expliqua alors que son client, un homme qui souhaitait pour l'instant rester anonyme, suivait les agissements de la famille Dubois depuis plusieurs mois. La vidéo de son humiliation publique n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mon client a des raisons de croire que Madame Dubois et sa fille ne sont pas seulement cruelles, mais qu'elles sont également engagées dans des activités frauduleuses qui mettent en péril l'entreprise, expliqua l'avocat. Il lui montra alors sur un grand écran des documents qui la laissèrent sans voix, des copies de relevés bancaires montrant des transferts de plusieurs millions d'euros vers des comptes aux îles Caïmans, des emails codés discutant de la vente secrète d'une filiale de l'entreprise et même des enregistrements audio. Dans l'un d'eux, on entendait clairement Madame Dubois dire à Chloé « Une fois que le vieil homme sera déclaré légalement incompétent, tout nous appartiendra. Personne ne pourra nous arrêter. » Le vieil homme, c'était Jean-Pierre Dubois, le fondateur légendaire de l'Empire, le grand-père de Chloé, que tout le monde disait reclus et malade depuis des années. Léa comprit alors. Jean, le concierge, n'était pas un simple concierge. C'était un observateur, un espion. « Mon client a besoin de votre aide, Léa, » continua maître Lefebvre. « Vous êtes la victime parfaite, celle qu'elles ont sous-estimée. Elles ne se méfieront jamais de vous. Nous avons besoin d'une dernière preuve, une preuve irréfutable de leur intention de vendre l'entreprise derrière le dos du conseil d'administration. Et cette preuve, vous seul pouvez l'obtenir. » Le plan était simple, mais incroyablement audacieux. Maître Lefebvre lui fournit un nouveau téléphone, équipé d'un logiciel d'enregistrement discret, ainsi qu'une petite broche en forme de coccinelle, qui était en réalité une caméra miniature haute définition. Sa mission, se faire embaucher comme femme de ménage dans la résidence privée des Dubois, en utilisant une fausse identité fournie par le cabinet. Pendant ce temps, Chloé, ignorant tout, continuait de parader sur les réseaux sociaux. Elle postait des photos de ses séances de shopping sur les Champs-Élysées, des vidéos de ses soirées dans les clubs les plus branchés. Une de ses stories montrait une pile de boîtes de créateurs avec la légende « Un peu de thérapie » par le shopping pour oublier le Galagate. Tellement de haineux en ligne. Chaque publication était une insulte à la souffrance de Léa. Mais désormais, chaque post, chaque story, chaque commentaire arrogant devenait une pièce à conviction dans le dossier que Léa et maître Lefebvre construisaient méticuleusement. Léa passe l'entretien d'embauche avec succès. Madame Dubois, trop occupée et trop arrogante pour vérifier ses références, l'engagea sur le champ, amusée à l'idée d'avoir une nouvelle employée à tourmenter. Les jours suivants, Léa endura tout avec un calme stoïque. Les remarques désobligeantes, les ordres contradictoires, les humiliations quotidiennes. Elle nettoyait les traces de leurs fêtes extravagantes, tout en enregistrant secrètement leurs conversations téléphoniques, photographiant les documents laissés sur les bureaux et filmant leurs rencontres avec des investisseurs douteux. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau de Madame Dubois, elle entendit Chloé et sa mère discuter dans le salon adjacent, leur voix clairement audible. L'acheteur a confirmé le virement sur le compte suisse. La signature finale aura lieu dans 2 jours lors de la réunion du conseil. Une fois que c'est fait, on partira à Dubaï et on laissera cette entreprise pourrie derrière nous. Le grand-père ne saura jamais ce qui l'a frappé. Léa, cachée derrière la porte, sentit son cœur s'emballer. C'était la preuve qu'ils attendaient. Elle activa discrètement l'enregistrement audio sur son téléphone. Elle avait maintenant tout ce qu'il fallait pour les anéantir. Le moment de la vérité approchait à grands pas, et la chute des reines arrogantes de Paris s'annonçait spectaculaire. L'enregistrement audio était dans la boîte. Léa, le cœur battant à tout rompre,
resta immobile derrière la porte du bureau, attendant que les voix de Chloé et de sa mère s'éloignent. Chaque seconde semblait durer une éternité. Une fois le silence revenu, elle transféra discrètement le fichier audio sur un cloud sécurisé, dont les accès avaient été partagés avec Maître Lefebvre. Un petit message de confirmation apparut sur son écran. Reçu. Excellent travail. Le piège est prêt. Un sentiment de calme glacial l'envahit. La peur avait disparu, remplacée par une détermination de fer. Elle n'était plus une victime tremblante, mais un instrument de la justice, patiente et silencieuse. Elle termina son travail, nettoyant les traces de leur arrogance avec une application méticuleuse, sachant que c'était la dernière fois. Demain, tout allait changer. Demain, les masques allaient tomber. La veille de la réunion du conseil d'administration, l'atmosphère dans la résidence du bois était électrique. Chloé et sa mère célébraient déjà leur victoire anticipée. Elles avaient organisé une petite fête privée, invitant quelques amis proches et l'investisseur suisse véreux qui s'apprêtait à racheter le joyau de l'empire familial pour une fraction de sa valeur. Le champagne coulait à flots, les rires fusaient, stridents et méprisants. Léa, sous sa fausse identité de Marie, était chargée du service. Un dernier test à son endurance, une dernière humiliation avant la délivrance. Elle se déplaçait entre les invités, le visage impassible, remplissant les verres, ramassant les assiettes vides, tout en portant la broche caméra qui enregistrait chaque mot, chaque geste, chaque preuve de leur corruption. Chloé, particulièrement euphorique après plusieurs coupes de champagne, attrapa Léa par le bras alors qu'elle passait. « Marie, viens ici !» cria-t-elle, attirant l'attention de tout le groupe. « Regardez-la, n'est-elle pas l'image même de la misère ? C'est incroyable de penser que des gens comme ça existent, Manquin. Ils travaillaient de toute leur vie pour rien, et nous, on gagne en une signature ce qu'ils ne verront jamais en 100 ans. » Les invités rirent de bon cœur. Léa sentit le regard de tous se poser sur elle, un mélange de pitié et de dédain. Elle baissa les yeux, jouant le rôle de la femme de ménage soumise et brisée. Mais à l'intérieur, son esprit était un ordinateur, enregistrant chaque détail. L'investisseur suisse, un homme gras au sourire carnassier, ajouta « C'est pour ça que nous sommes au sommet, Chloé. Nous ne laissons pas les sentiments nous ralentir. » Madame Dubois, le visage rougi par l'alcool et la victoire, décida d'enfoncer le clou. Elle sortit son portefeuille, en tira un billet de 20 €, le froissa en boule et le jeta aux pieds de Léa. « Tiens, Marie, c'est pour toi. Achète-toi quelque chose de joli. Oh, attends, tu ne peux probablement rien t'acheter de joli avec ça. C'est triste. » L'humiliation était totale, publique, écrasante. Léa se pencha lentement pour ramasser le billet, ses mains tremblant légèrement sous le poids de la comédie qu'elle jouait. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, de vraies larmes cette fois, non pas de tristesse, mais de rage contenue. Elle releva la tête et croisa le regard de Madame Dubois. Pendant une fraction de seconde, elle laissa son masque de soumission se fissurer, et la femme en face d'elle vit quelque chose dans ses yeux, une lueur froide et intense qui la fit légèrement reculer, sans qu'elle ne comprenne pourquoi. C'est à ce moment que Chloé commit l'erreur fatale, l'erreur qui allait sceller leur destin. Excitée par le spectacle, elle sortit son téléphone. « Attendez, c'est trop drôle, il faut que j'immortalise ça. » Elle commença à filmer Léa, agenouillée pour ramasser le billet, et lança un direct sur Instagram, en direct de la maison. Regardez notre nouvelle bonne, elle est tellement reconnaissante pour un pourboire. La vie des pauvres, tellement drôle. Elle zooma sur le visage de Léa, puis fit un panoramique sur les invités hilars. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la broche caméra de Léa, pointée droit sur elle, enregistrait non seulement sa cruauté, mais aussi en arrière-plan le visage de l'investisseur suisse et, plus important encore, le document qu'il tenait à la main, le contrat de vente finale, avec le nom de la société offshore et le montant exact de la transaction bien visible. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve visuelle et irréfutable qui liait tous les autres éléments. Léa se releva, le billet froissé dans sa main. « Merci, madame.
murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle se retira ensuite dans la cuisine, le cœur battant la chamade. Elle envoya immédiatement la vidéo de la broche à maître Lefebvre. Le message de retour fut instantané. Parfait. Nous avons tout. Soyez prête pour demain. 10 heures précises. La justice arrive. Plus tard dans la nuit, alors que la fête battait son plein, Léa reçut l'ordre de nettoyer la chambre de Chloé. C'est là, sur la table de chevet, à côté d'une bouteille de champagne vide et d'une pile de magazines de mode, qu'elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. C'était un vieux cadre photo en argent, poussiéreux, presque caché derrière une lampe. La photo à l'intérieur était jaunie par le temps. Elle montrait un homme souriant, plus jeune, avec une petite fille sur ses genoux. L'homme, c'était Jean-Pierre Dubois, le fondateur. Et la petite fille, ce n'était pas Chloé, c'était une enfant aux grands yeux tristes, une enfant qu'elle reconnut immédiatement sur une autre photo posée à côté, une photo de classe. C'était elle. Léa, son père, décédé depuis longtemps, avait été le meilleur ami et le bras droit de Jean-Pierre Dubois avant que Madame Dubois ne l'écarte de l'entreprise après sa mort. Elle comprit tout. Ce n'était pas seulement une question de justice pour une employée humiliée. C'était une histoire de famille, de trahison et d'héritage volé. Jean, ou plutôt Jean-Pierre, ne cherchait pas seulement à sauver son entreprise. Il cherchait à réparer une injustice vieille de 20 ans. Il cherchait à rendre à la fille de son meilleur ami ce qui lui revenait de droit. Léa sortit de la résidence cette nuit-là, non plus comme une femme de ménage, mais comme une héritière prête à réclamer son dû. Elle regarda une dernière fois les fenêtres illuminées où ses tortionnaires célébraient leur chute imminente. Demain, ils n'apprendraient donc pas seulement la vérité, ils apprendraient qui elle était vraiment. Et le spectacle allait être inoubliable. La découverte de la photographie dans la chambre de Chloé avait tout changé. En rentrant dans son petit studio aux premières lueurs de l'aube, Léa n'était plus la même personne. La fatigue, la peur, l'humiliation avaient laissé place à une énergie nouvelle, une colère froide et une certitude absolue. Ce n'était plus seulement sa bataille, c'était celle de son père, celle de la justice, celle de la mémoire trahie. Elle passa le reste de la nuit non pas à dormir, mais à se préparer pour le combat de sa vie. Assise à sa petite table de cuisine, l'écran de son ordinateur portable projetant une lueur bleutée sur son visage concentré, elle organisa méticuleusement l'arsenal numérique qu'elle avait rassemblé. Chaque enregistrement audio, chaque vidéo, chaque photo de document compromettant fut classée, renommée et sauvegardée sur plusieurs supports. Une clé USB cryptée qu'elle glissa dans la doublure de son sac, un deuxième cloud sécurisé et un dossier compressé envoyé par un service de transfert de fichiers éphémères à une adresse email qu'elle ne connaissait pas, mais que maître Lefebvre lui avait indiquée. C'était l'adresse d'une journaliste d'investigation réputée, prête à publier l'histoire dès qu'elle en recevrait le signal. La réunion du conseil d'administration de Dubois Prestige était prévue à 10 heures précises, dans la salle principale du siège social, un gratte-ciel de verre et d'acier au cœur de la défense. C'était là que le coup de grâce devait être porté. Pendant que Léa coordonnait les derniers détails avec l'équipe de maître Lefebvre via une messagerie sécurisée, Madame Dubois et Chloé se réveillaient dans leur luxe arrogant, totalement inconscientes de la tempête qui se préparait. Pour elles, cette journée était le couronnement de leur plan. Elles passèrent la matinée à se préparer, choisissant des tenues de créateurs qui criaient le pouvoir et le succès. Chloé, particulièrement fière d'elle, fit même une story Instagram depuis sa salle de bain en marbre. Jour J, prête à signer le plus gros deal de ma vie. Certains vont pleurer, mais c'est le business, les chéris. #bossgirl, #futur milliardaire. Elle ne se doutait pas à quel point ces paroles étaient prophétiques. Elles allaient effectivement pleurer, mais pas de joie. Leur dernière conversation avant de quitter la maison fut interceptée par le micro, toujours actif, dans la broche que Léa avait accidentellement oubliée sur un meuble du salon la veille. « N'oublie pas, Chloé,
disait Madame Dubois d'une voix glaciale. Après la signature, nous transférons immédiatement les fonds. D'ici ce soir, nous serons à Genève. Le temps de finaliser les papiers pour la déclaration d'incapacité du grand-père et de jeter cette petite femme de ménage à la rue, et nous serons enfin libres. Cette dernière pièce, cette confirmation de leur intention de fuir et de détruire la vie de Jean-Pierre, fut instantanément transmise à Maître Lefebvre. C'était le dernier clou dans leur cercueil. À 9h, Léa quitta son appartement. Elle n'était plus vêtue de son uniforme de travail, mais d'un tailleur pantalon simple, mais élégant, que l'équipe de l'avocat lui avait fourni. Elle avait l'air d'une jeune femme d'affaires, confiante et déterminée. En chemin, elle passa devant l'hôpital. À travers la fenêtre, elle vit Matisse, assis sur son lit, en train de rire avec une infirmière. Son opération était un succès. Il allait vivre. Cette image lui donna la force finale dont elle avait besoin. Elle ne se battait pas seulement contre une injustice, elle se battait pour un avenir, le sien et celui de son frère. Le plan était d'une précision chirurgicale. Maître Lefebvre et son équipe étaient déjà au siège social, prétextant une réunion préliminaire pour vérifier les aspects techniques de la salle du conseil. En réalité, ils prenaient le contrôle. Un technicien discret installa un petit dispositif permettant de pirater le système de projection de la salle. Des journalistes, prévenus par la source anonyme, commençaient à se rassembler devant l'immeuble, officiellement pour couvrir une annonce majeure de l'entreprise. À l'intérieur du bâtiment, un autre allié inattendu était en place, le chef de la sécurité, un homme loyal à Jean-Pierre Dubois depuis 30 ans, qui avait été mis au courant de toute l'opération. Il avait discrètement positionné ses hommes les plus fiables à toutes les sorties. Personne ne pourrait quitter le bâtiment sans son autorisation. Léa arrive à 9h45. Elle ne passa pas par l'entrée principale, mais par une porte de service où l'attendait le chef de la sécurité. Il la conduisit non pas vers la salle du conseil, mais vers un petit bureau adjacent, équipé d'un retour vidéo. C'est de là qu'elle assisterait au début du spectacle. Dans ce bureau, une autre personne l'attendait. C'était Jean. Mais ce n'était plus le concierge courbé et effacé. Il se tenait droit, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé. Ses yeux, autrefois tristes, brillaient d'une intelligence acérée. C'était Jean-Pierre Dubois, le patriarche, le lion que tout le monde croyait endormi. Il lui prit les mains. « Mon père vous aurait admiré, Léa, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Vous avez son courage et sa droiture. Êtes-vous prête ?» Ah, Léa hocha la tête, la gorge serrée. Plus que jamais. À 10h moins 5, Madame Dubois et Chloé firent leur entrée triomphale dans la salle du conseil. Elles saluèrent les membres du conseil et l'investisseur suisse avec des sourires éclatants, ignorant complètement Maître Lefebvre, assis tranquillement à l'extrémité de la table. Elles étaient au sommet de leur monde, à quelques minutes de la victoire totale. Elles ne virent pas les petites caméras discrètes qui diffusaient déjà un flux vidéo en direct vers plusieurs rédactions de journaux et sur un compte YouTube créé pour l'occasion. Alors, elles ne savaient que chaque mot qu'elles prononçaient était enregistré et analysé. Elles ne se doutaient pas que le stylo que l'investisseur suisse s'apprêtait à utiliser pour signer le contrat était un faux, et que le vrai document avait été remplacé par une copie sans valeur juridique. Le spectacle était sur le point de commencer. Dans le petit bureau, Léa regardait l'écran, son cœur battant au rythme du compte à rebours silencieux qui s'affichait dans un coin. Jean-Pierre posa une main sur son épaule. « N'ayez pas peur, la vérité est une arme puissante. » Dans quelques heures, non, dans quelques minutes, leur monde de mensonges et de cruauté allait s'écrouler. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. 10 heures précises. Dans la salle du conseil de Dubois Prestige, Madame Dubois, radieuse, prit la parole. Sa voix, claire et assurée, résonnait dans le silence respectueux des membres du conseil. « Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment historique. La vente de notre filiale Innovatech à nos partenaires suisses va propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets.
Elle fit un signe de tête à l'investisseur, qui ouvrit le contrat posé devant lui et prit son stylo. Le silence était total. C'était le moment qu'ils attendaient tous. C'était aussi le signal. Soudain, l'immense écran de projection derrière Madame Dubois, qui affichait le logo de l'entreprise, devint noir. Un murmure parcourut la salle. Un problème technique, demanda un des membres du conseil. Madame Dubois lança un regard furieux vers la cabine de contrôle, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, l'écran se ralluma. Mais ce n'était plus le logo de l'entreprise qui s'affichait. C'était le visage en larmes de Léa, agenouillée, ramassant un billet de 20 € froissé, filmé en direct sur Instagram par Chloé. Le son emplit la salle, en direct de la maison. Regardez notre nouvelle bonne, elle est tellement reconnaissante pour un pourboire. La vie des pauvres, Chloé devint livide, Madame Dubois se leva d'un bond. Éteignez ça immédiatement. Qui est responsable de cette farce? Mais personne ne bougeait. La vidéo continua, montrant les visages hilars des invités, puis, grâce à un zoom numérique expert, se fixa sur le contrat que tenait l'investisseur suisse, révélant en gros plan le nom de la société offshore et le montant scandaleusement bas de la transaction. La panique commença à se lire sur le visage de Madame Dubois. Ce n'était pas une farce, c'était une attaque. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent alors avec fracas. 2 silhouettes se découpèrent dans l'encadrement. La première était celle de Léa. Mais ce n'était plus la femme de ménage effacée. Vêtue de son tailleur impeccable, la tête haute, le regard brûlant de détermination, elle avait l'air d'une reine réclamant son trône. À ses côtés se tenait Jean-Pierre Dubois, non plus en concierge courbé, mais en patriarche puissant, son visage dur comme le granit. Le choc fut total. Les membres du conseil se levèrent, stupéfaits, murmurant son nom. Chloé laissa échapper un petit cri étranglé. Madame Dubois recula d'un pas, comme si elle avait vu un fantôme. Jean-Pierre, mais comment, balbutia-t-elle. Vous pensiez que j'étais finie, n'est-ce pas? La voix de Jean-Pierre était calme, mais elle portait le poids de décennies d'autorité. Que j'étais un vieil homme sénile, bon à être enfermé et dépouillé. Vous m'avez sous-estimé, vous les avez tous sous-estimés. Il fit un geste vers l'écran. La vidéo de la fête fut remplacée par une autre, celle du gala, mais cette fois filmée par le téléphone de Jean. La séquence montrait clairement Chloé renversant son verre, puis se jetant volontairement au sol. Le mensonge était exposé, brutalement, sans équivoque. Mon Dieu, souffla un des administrateurs. Chloé, tremblante, pointa un doigt accusateur vers Léa. C'est elle. C'est un montage. Cette fille est une menteuse, une manipulatrice. Vraiment? Intervint maître Lefebvre, se levant pour la première fois. Il appuya sur un bouton de sa tablette. Un enregistrement audio emplit la salle. C'était la voix de Chloé, claire comme du cristal. L'acheteur a confirmé le virement sur le compte suisse. La signature finale aura lieu dans 2 jours. Une fois que c'est fait, on partira à Dubaï. Le grand-père ne saura jamais ce qui l'a frappé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chloé s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. C'était fini, elle était finie. Mais le spectacle n'était pas terminé. L'écran afficha ensuite une série de documents. Les relevés bancaires des comptes aux îles Caïmans, les emails codés, les contrats falsifiés. Chaque preuve était expliquée, décortiquée par la voix calme de maître Lefebvre, construisant un dossier accablant de fraude, de détournement de fonds et d'abus de confiance. Les visages des membres du conseil passaient de l'incrédulité à la fureur. Ils avaient été trahis, manipulés. L'investisseur suisse, comprenant que le piège s'était refermé sur lui, tenta de se lever discrètement pour s'éclipser. Mais 2 agents de sécurité, grands comme des armoires à glace, se matérialisèrent à ses côtés et l'invitèrent fermement à se rasseoir. Madame Dubois, acculée, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle se tourna vers Jean-Pierre, son visage déformé par la haine. « Et vous croyez qu'ils vont vous écouter? Vous n'êtes plus rien. Et cette fille ?» Elle se tourna vers Léa avec un mépris infini. « Cette fille n'est qu'une moins que rien, la fille d'un raté qui a eu ce qu'il méritait. »
Le père de Léa, répondit Jean-Pierre d'une voix glaciale, était l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il était mon meilleur ami, mon partenaire. Et vous l'avez détruit après sa mort. Vous avez volé sa part de l'entreprise, laissant sa veuve et sa fille sans rien. Il projeta une dernière image à l'écran, c'était un document légal, un testament holographe signé de sa main 20 ans plus tôt. Il y léguait 30% de ses parts personnelles à la famille de son ami décédé, en fiducie jusqu'à la majorité de sa fille, Léa. Ce document que vous pensiez avoir détruit était en sécurité, déclara Jean-Pierre. Léa n'est pas une simple employée, elle est l'une des actionnaires principales de cette entreprise. Et aujourd'hui, elle reprend ce qui lui a été volé. Ce fut le coup de grâce. L'arrogance de Madame Dubois se brisa, remplacée par un effroi pur. Elle regarda Léa, non plus comme une servante, mais comme l'architecte de sa destruction. À ce moment précis, les téléphones de tous les membres du conseil se mirent à vibrer simultanément. Ils venaient de recevoir un email contenant l'intégralité du dossier, avec toutes les preuves. Au même moment, dehors, les journalistes recevaient le même dossier. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Léa explosa, propulsé par la diffusion en direct qui avait été vue par des centaines de milliers de personnes. La chute était publique, totale et instantanée. Les portes de la salle s'ouvrirent une dernière fois. Le chef de la sécurité entra, accompagné de plusieurs officiers de police. Madame Dubois, mademoiselle Chloé Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, abus de confiance et tentative d'escroquerie. Alors que les menottes se refermaient sur leurs poignets, sous les flashs crépitants des appareils photos des journalistes qui avaient envahi la salle, le regard de Léa croisa celui de Chloé. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement une immense tristesse et le soulagement de la justice enfin rendue. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, mais ce n'était que le début de leur chute vertigineuse. L'arrestation de Madame Dubois et de sa petite-fille Chloé en pleine salle du conseil fut le début d'un séisme médiatique et judiciaire sans précédent. La vidéo de leur chute, filmée en direct et partagée des millions de fois, devint le symbole de l'arrogance punie. Le hashtag Justice. Pour Léa resta en tête des tendances mondiales pendant plus d'une semaine. L'onde de choc qui a suivi a tout balayé sur son passage, ne laissant que des ruines de ce qui fut autrefois l'Empire du Bois. Le procès fut rapide et sans pitié, les preuves étant accablantes. Madame Dubois fut condamnée à 15 ans de prison ferme pour fraude aggravée, abus de confiance et tentative de spoliation. Chloé, quant à elle, écopa de 5 ans, dont 2 avec sursis, son rôle ayant été jugé moins central, mais sa cruauté publique ayant choqué le jury. Leurs biens furent donc saisis pour rembourser les dettes colossales de l'entreprise et indemniser les actionnaires floués. Elles perdirent de tout, l'argent, le statut, les amis. L'appartement avec vue sur la tour Eiffel fut vendu aux enchères, et les robes de créateurs remplacées par l'uniforme terne de la prison. De reines de Paris, elles devinrent des parias, des exemples de ce qui arrive lorsque l'orgueil dépasse la raison. Pour Léa et Jean-Pierre, la justice n'était que le début d'une nouvelle aube. Après le chaos, vint la reconstruction. Jean-Pierre Dubois, reprenant officiellement les rênes de son entreprise, nomma Léa vice-présidente exécutive. Ensemble, ils purgèrent l'entreprise de tous les éléments corrompus installés par Madame Dubois et la remirent sur le chemin de l'honnêteté et du succès. Léa, avec les 30% de parts qui lui revenaient de droit, devint non seulement riche, mais aussi une voix influente dans le monde des affaires. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Sa première décision, en tant que vice-présidente, fut de créer la Fondation Matisse, du nom de son frère désormais en parfaite santé. Cette fondation, financée par une partie substantielle des bénéfices de l'entreprise, se consacra à payer les frais médicaux pour les enfants de familles modestes, s'assurant que plus jamais un enfant ne risquerait sa vie à cause d'un manque d'argent. Le contraste entre le avant et le après était saisissant.
Léa, qui avait dû compter chaque centime pour survivre, signait désormais des chèques de plusieurs millions d'euros pour sauver des vies. La femme de ménage humiliée donnait des conférences dans les plus grandes écoles de commerce sur l'éthique et la résilience, son histoire inspirant une nouvelle génération d'entrepreneurs. L'histoire de Léa et Jean-Pierre devint un phénomène culturel. Netflix produisit une mini-série à succès intitulée Le concierge et l'héritière, qui remporta plusieurs prix internationaux. Léa écrivit un livre, La dignité comme seule richesse, qui devint un best-seller mondial, traduit en plus de 40 langues. Elle utilisa les revenus pour étendre les activités de sa fondation, ouvrant des cliniques et des centres de soutien dans tout le pays. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'entreprise Dubois Prestige est plus prospère que jamais, mais elle est aussi devenue un modèle d'entreprise socialement responsable. Jean-Pierre a pris une retraite méritée, confiant la direction totale à Léa, qu'il considère comme la fille qu'il n'a jamais eue. Il passe ses journées à jouer avec Mathis, qu'il appelle Papy Jean, dans le grand jardin de la maison qu'ils partagent désormais. Léa, elle, a trouvé un équilibre parfait entre sa carrière exigeante et sa vie personnelle. Elle a montré au monde que la force ne réside pas dans la domination, mais dans la compassion. Son bureau n'est pas au sommet du gratte-ciel, mais au rez-de-chaussée, avec une porte toujours ouverte, un rappel constant qu'il ne faut jamais mépriser ceux qui semblent être en bas de l'échelle. L'histoire s'achève sur une image symbolique. Léa, Jean-Pierre et Mathis, regardant un coucher de soleil depuis la terrasse de leur maison. Le ciel, autrefois sombre et menaçant, est maintenant teinté de rose et d'or. La tempête est passée, laissant derrière elle un air pur et un avenir plein de promesses. La justice n'a pas seulement été rendue, elle a planté les graines d'un monde meilleur. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. La vérité finit toujours par triompher, même si elle prend du temps. Elle nous enseigne de ne jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence ou de sa situation, car les plus grands trésors se cachent souvent dans les cœurs les plus humbles. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.